Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette sixième série en direct, sixième épisode en direct de Magistrature ou Dictature, nos sessions live. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Alain Rioux, directeur pour l'organisme Les Papas en Action. Avant de débuter, Les Papas en Action tient à adresser ses plus sincères condoléances aux parents, à la famille et aux amis des deux intervenantes de la DPJ qui se sont enlevées la vie, comme vous le savez, en début de semaine. Maintenant, à titre de directeur de l'organisme Les Papas en Action, je déplore le traitement médiatique de notre télévision d'État Radio-Canada quant à cet événement qui est traité d'une manière qui vise un peu un esprit propagandiste pour la série Au cœur de la DPJ. Et c'est bien triste que les choses soient ainsi. Ceci étant dit, nous ouvrons les yeux sur une autre perspective ce soir. Oui, bonsoir. Analysons le cas d'une jeune femme qui occupe son premier emploi. Donc, elle termine ses études et avant même d'être reçue membre de l'Ordre des travailleuses sociales du Québec, elle est engagée comme intervenante à la DPJ. Donc, premièrement, pour cette étude de cas, nous allons exposer les faits connus. Deuxièmement, nous allons analyser la situation. Et troisièmement, nous allons conclure avec une présomption sur un fait inconnu, à partir des faits connus. Donc, sans plus tarder, nous allons écouter un témoignage de cette intervenante, de cette jeune femme qui est à peu près du même âge, finalement, que les personnes qui sont décédées en début de semaine. Donc, écoutons, dans un premier temps, le témoignage de cette jeune intervenante devant un tribunal. Au niveau du signalement, c'est pas moi qui prends les décisions, donc c'est mes collègues qui acceptent complètement les signalements, qui retiennent après vérification un signalement. Donc moi, mon travail est vraiment à l'évaluation orientation, donc de prendre connaissance de ces signalements-là et d'en faire une évaluation. Dans la présente situation, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'article de loi, c'est le risque sérieux de négligence. Et dans le fond, nous, on a des outils cliniques qu'on nomme SSP qui parlent en fait d'un problème d'adaptation sociale. Donc, ces décisions-là n'ont pas seulement été prises avec le SSP qu'on a, mais bien en collaboration ou même en supervision très, très étroite. J'étais accompagnée de mon collègue, puis également, j'avais plusieurs supervisions là, de ma chef par rapport au problème d'adaptation sociale qui est en fait la grande méfiance à l'égard des services de la DPJ. Donc, je ne possède pas de diagnostic. On a retenu un risque sérieux de négligence pour des problèmes d'adaptation sociale et ce sont en fait des manifestations inquiétantes. Le risque de me répéter, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la méfiance par rapport aux services de la DPJ. Non, je n'ai pas de diagnostic. Donc, dans son témoignage, la jeune intervenante informe le tribunal à l'effet qu'elle ne possède aucun diagnostic et ce problème d'adaptation sociale, selon elle, vient du fait du manque de collaboration et de la grande méfiance du parent envers l'intervention de la DPJ dans sa famille. Maintenant, écoutons un autre témoignage qui est celui de sa chef de service, la chef de service de cette intervenante de la DPJ. Puisqu'elle avait rencontré toutes les exigences pour l'obtention de son permis. Donc, elle était directement supervisée par moi, qui est encore travailleuse sociale reconnue par son nom, pour être sûr que nous étions, suite à une discussion avec d'autres professionnels, dans un professionnalisme et une réponse dans l'intérêt des enfants. Comme chef de service, c'est une implication très directe auprès de tous les intervenants. Une intervention quotidienne, des discussions hebdomadaires obligatoires pour voir
comment une intervention va se poursuivre. Donc, ces interventions-là de supervision clinique directe nous permettaient de statuer sur les informations nécessaires pour prendre une décision. Donc, mon intervention, c'est vraiment dans la supervision directe des décisions. Je lis le rapport qui est déposé à la Cour. Je le regarde pour apporter des corrections ou des commentaires en lien avec le rapport. Si on explique bien le fait d'apporter devant le tribunal une situation et nos normes de pratique à l'intérieur de notre propre établissement aussi, et d'exposer les faits en fonction de ce qui nous est présenté avec une analyse professionnelle. Donc, c'est le suivi que j'en ai fait. Ce qui est important à dénoter, c'est malgré que c'est ça, madame, dans ses premières interventions en protection de la jeunesse, suite à des discussions avec l'ordre professionnel, suite au stage, la décision, le problème d'adaptation et l'explication d'un risque de négligence. On ne le verra pas dans l'article 38B, dans la loi sur la protection de la jeunesse. C'est une explication qui nous permet d'exposer à la Cour qu'est-ce qu'un risque de négligence. Et dans le risque de négligence, on retrouve dans la sous-ventilation une définition, entre autres, il y en a d'autres, il y a des difficultés au niveau de l'instabilité, des difficultés de manifestations inquiétantes au niveau des problèmes au niveau de la santé mentale, et qui peuvent nous permettre de retenir un alinéa de risque sérieux de négligence. Donc, pour sa part, la chef de service explique au tribunal que la jeune intervenante n'est toujours pas membre de l'ordre professionnel et qu'il y a eu des discussions entre la DPJ et l'ordre professionnel de manière à ce que cette intervenante-là puisse piloter un dossier sous une supervision. Donc, on comprend qu'elle sort de l'école en ce moment, c'est son premier emploi, et qu'elle est supervisée étroitement par la chef de service qui explique encore une fois au tribunal que le motif sérieux de négligence, de risque sérieux de négligence, découle en fait d'une problématique d'adaptation sociale, mais que pour eux, il s'agit tout simplement de donner une explication au tribunal. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ça fait partie du recours Relator Action que nous avons demandé au procureur général du Québec d'agir dans un tel dossier. Donc, il nous apparaît pas approprié que l'on décide du jour au lendemain sans qu'un professionnel, un psychologue ou un psychiatre ne se soit penché sur la question. Écoutons maintenant un troisième et dernier témoignage d'un psychologue, en fait, qui s'est présenté devant l'Assemblée nationale en 2007 dans la modification de la loi sur la protection de la jeunesse en commission parlementaire, dans le fameux projet de loi 125. Je prends un exemple. Le juge Gobeil nous disait à un moment donné dans une conférence, 95% de vos recommandations sont retenues par les tribunaux. Il dit 950 de moyenne au bâton, c'est quand même respectable. Mme Ruffo, je pense, disait 98% dernièrement à la télévision. Pour moi, je trouve ça extrêmement ambigu comme clinicien. Parce que si c'est 98% de mes recommandations qui sont retenues, est-ce que c'est parce qu'elles sont toutes très bonnes et elles sont toutes dans l'intérêt de l'enfant? Ou si je présente au tribunal uniquement ce que je sais qu'il va retenir? Et pour avoir été témoin expert au tribunal pendant plusieurs années, pas loin de 10 ans, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de recommandations qui sont présentées parce qu'on sait que le juge va les accepter, pas nécessairement parce que c'est selon l'enfant a besoin. Donc, le psychologue qui a travaillé pendant 10 ans à titre d'expert pour la DPJ nous informe l'Assemblée nationale, en fait, que selon lui, il trouve ça ambigu, il trouve ça
Difficile de concevoir le fait que ce soit, à la limite, 98%, comme le dit le juge Ruffo, 98% des cas qui sont accueillis favorablement par la Chambre de la jeunesse à la demande d'une intervenante. Et on est en train de regarder un cas particulier où la jeune intervenante sort de l'école, elle n'est pas encore membre de son ordre et elle fait une requête au tribunal, dépose une requête au tribunal et avec un motif de compromission pour problème d'adaptation sociale chez un parent qui a le double de son âge. Donc, il est certain que le doute est omniprésent. Maintenant, quelles sont les questions en litige dans ce cas à l'étude? Qui a pris la décision de saisir le tribunal dans la vraie vie, dans la réalité, dans cette affaire? Qui a pris la décision de saisir le tribunal dans cette affaire pour un risque sérieux de négligence fondé sur un présumé problème d'adaptation sociale du parent d'un enfant? Qui a rédigé les grandes lignes du rapport sur la version du DPJ que la directrice présente à la Chambre de la jeunesse? Est-ce la jeune intervenante ou quelqu'un d'autre? Mais dans les faits, c'est la jeune intervenante qui signe la requête et qui la dépose et qui va la plaider devant le tribunal. Est-ce que cette démarche est concordante avec la volonté de la nouvelle intervenante de la DPJ qui arrive sur le marché du travail dans son premier emploi à vie? Posons, premièrement, pour répondre à ces questions, posons quelques hypothèses pour étayer notre analyse. De la même manière que l'a déclaré le psychologue devant l'Assemblée nationale, il apparaît évident que la chef de service sait très bien ce qu'il faut dire au juge pour gagner la cause et comment organiser le dossier judiciaire. Par ailleurs, il apparaît très peu probable qu'une jeune fille qui occupe son premier emploi à vie puisse être en mesure de porter un jugement de valeur sur un parent, comme on le disait, qui a le double de son âge. Donc, de prétendre devant un tribunal que ce parent souffre d'un problème d'adaptation sociale, et ce, au point de compromettre le développement de son enfant. Et le tout, bien entendu, se réalise dans l'intention manifeste de justifier une mesure de protection de la DPJ. A priori, il est plutôt raisonnable de croire que la nouvelle intervenante a tout simplement obéi aux ordres de ses supérieurs. C'est d'ailleurs une façon d'agir qui est tout à fait normale chez les fonctionnaires de l'État, du gouvernement, notamment dans le respect des directives internes, et lorsqu'on ne possède aucune expérience professionnelle, c'est encore beaucoup plus raisonnable de le croire. Maintenant, ajoutons à nos hypothèses, aux faits possibles, quelques facteurs aggravants possibles. Madame Régine Laurent, il n'y a pas si longtemps la présidente de la commission spéciale, a elle-même posé l'hypothèse qu'il existerait une omerta au sein de la DPJ, c'est-à-dire que dans l'administration de cet organisme d'État, les employés auraient peur de leurs supérieurs par crainte de représailles. Ajoutons une hypothèse vraisemblable qu'il peut exister à la DPJ des chefs de service ou du personnel d'un niveau supérieur, des cadres supérieurs, qui, en apparence, peuvent sembler parfaitement corrects devant un tribunal, mais qui se comporteraient, disons, comme Madame Julie Payette, dans le cas qu'on a vu, qui a fait les manchettes récemment, c'est-à-dire qui se comporterait d'une façon assez brutale avec ses subalternes à son service. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il puisse exister un environnement toxique et une culture de peur dans l'institution DPJienne. Par exemple, du harcèlement verbal envers des employés, des jeunes employés, parfois jusqu'au point de les faire pleurer ou de carrément les faire démissionner. À cet égard, soulignons qu'il existe un important roulement de personnel à la DPJ
et que les jeunes intervenantes qui entrent à l'emploi quittent souvent la DPJ aussitôt qu'elles peuvent se trouver un autre emploi intéressant. Passons maintenant à l'analyse des faits. À partir des faits connus, une personne raisonnable et bien renseignée peut croire qu'il pourrait exister une forme de dictature interne à la DPJ, même si c'est un fait inconnu. Ainsi, notre présomption finale résulte sur le fait qu'une forme de domination et d'oppression au sein de la hiérarchie des administrateurs de la DPJ pourrait être mise en cause. Pourrait être mise en cause dans le suicide des deux jeunes intervenantes de 23 et 26 ans la semaine dernière. Donc, il s'agit d'une hypothèse. Obliger des jeunes filles à faire du mal à des personnes contre leur gré peut être vu comme une forme d'esclavage moderne institutionnel. Une femme-enfant peut souffrir d'une angoisse psychique lorsqu'elle prend conscience qu'elle cause des préjudices irréparables à des parents et à leurs enfants dans un esprit de domination abusif au bon vouloir des têtes dirigeantes de la DPJ.